Hello! Donc cette semaine, comme annoncé dans la dernière vidéo, on va parler de Limite, un manga qui vient de se terminer en 6 tomes, qui est de Keiko Suenobu, qui est une autrice qui a été assez peu traduite finalement en France. Au Japon, elle a fait pas mal de trucs. En France, elle est surtout connue, je sais pas si elle est connue, mais en tout cas, si vous la connaissez, c'est probablement pour un manga qui s'appelle Life, qui avait été publié au début des années 2000 au Japon, un peu plus tard en France, qui est un manga en 20 tomes pour le coup, qui parlait de harcèlement scolaire. Alors, je ne l'ai pas lu. J'ai une amie qui est très très fan de ce manga. Juliette, si tu passes dans le coin, salut à toi. Et donc Limite, et j'allais dire son nouveau manga, mais en fait il n'est pas si récent non plus. En France, il a été publié ces derniers mois, mais par Pika, mais en fait il date de 2009, je crois. J'ai regardé au début, et bien sûr j'ai déjà oublié, vous connaissez très bien mes habitudes à ce niveau-là. 2024 en France, et 2010 au Japon, 2010, pas 2009. Voilà. C'est un manga que j'ai plutôt bien aimé, mais moins que je le pensais, qui parle lui aussi de harcèlement scolaire. C'est un thème qui revient et qui parle avant tout, en fait, qui s'inscrit dans un genre qui est en fait presque un genre à part entière, qui est le genre de groupe d'adolescents en situation de survie, puisque là, il va s'agir d'un accident de bus et d'adolescents livrés à eux-mêmes en pleine nature. On va feuilleter un peu. Donc Mizuki que vous voyez sur la couverture est l'héroïne, mais va y avoir un petit groupe d'élèves. Donc en fait ils sont en voyage scolaire, ils partent en voyage scolaire plus précisément, et le bus dans lequel ils sont au début a un problème. Il se renverse dans un fossé. Vous voyez là, accident. Mizuki se réveille, elle est au milieu de nulle part, elle est dans le noir et voit rien. Elle arrive à allumer son portable et vous voyez derrière que tout le monde est mort. Il reste quelques survivants quand même, qu'elle va retrouver assez rapidement en dehors du bus. Ils vont être un petit groupe de 5-6, pas plus, qui vont trouver refuge dans une grotte et en fait ils vont très vite se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec le monde extérieur. Ils n'ont pas de réseau sur les téléphones et ils sont au fond d'un ravin assez profond qui ne leur permet pas de ressortir. Donc ils vont devoir s'organiser pour survivre. Et le truc qui est intéressant, c'est que Mizuki, l'héroïne, fait partie un peu du groupe des filles populaires de sa classe. Et donc c'est pas forcément une peste ou quoi, c'est pas une mauvaise personne, mais elle a un peu participé à un peu de harcèlement scolaire. Puis il y avait tout ce truc très présent dans plein de mangas de la hiérarchie scolaire. Et elle, c'était un peu une des reines du lycée. Donc ce qui est pas forcément une bonne chose parce qu'elle va se retrouver notamment parmi les survivants avec cette fille que je vais essayer de vous trouver, pas celle aux lunettes qui est un personnage intéressant aussi, qui est un peu la débrouillarde du groupe, qui garde la tête froide, mais plutôt avec cette fille-là que vous voyez là avec les taches de rousseur, qui elle était victime de harcèlement scolaire, était notamment une des cibles de Mizuki et sa bande. Et donc là, elles se retrouvent en pleine nature ensemble, elles s'aiment pas beaucoup, et surtout cette fille victime de harcèlement scolaire, a récupéré une arme. Elle a récupéré une faucille que je vais peut-être trouver, on va finir par la voir, et donc prend très rapidement l'ascendant sur le groupe en étant assez violente, assez imprévisible dans ses réactions, et donc il y a un peu une aversion des rôles, c'est-à-dire que la victime d'hier devient un peu, si ce n'est l'harceleuse, en tout cas la meneuse du jour, la voilà avec sa faucille, vous voyez qu'elle est prête à taper, et qu'elle a même déjà blessé une autre fille, qui est une amie de Mizuki, qui elle aussi fait partie un peu du groupe des stars, et donc voilà, donc va y avoir une inversion des rôles, et il va y avoir un peu un rebattage des cartes de la hiérarchie scolaire, où les impopulaires d'hier vont prendre leur revanche sur les populaires. Tout ça en situation de survie, avec rien à manger, rien à boire, un membre du groupe, enfin une membre du groupe qui a une jambe cassée. Donc voilà, une situation très dangereuse, très précaire, qui est assez intéressante, qui est un truc qui nous rappelle plein d'autres récits. On va y revenir parce que c'est, comme je disais, c'est un genre à part entière, hein, ce genre de la survie d'un groupe de jeunes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a que des filles dans le groupe de survivants. En tout cas, dans un premier temps, je me permets de dire dans un premier temps parce que une des couvertures de la série, la 5, spoil le fait qu'un garçon va se retrouver finalement parmi les survivants aussi. Beaucoup plus tard, mais il va apparaître lui aussi parmi les survivants. Donc voilà, il va y avoir un garçon, mais c'est principalement un groupe de filles. Comme je dis,
Keiko Suenobu utilise cette situation pour parler encore une fois de harcèlement scolaire et de hiérarchie scolaire, même de manière plus large. Ce qui est intéressant, ça a l'air d'être un de ces chevaux de bataille, pardon, qui est un thème qu'on a beaucoup vu dans les mangas. Il faut comprendre que le harcèlement scolaire, qui est un phénomène quand même mondial, est d'autant plus violent, d'autant plus présent au Japon, qui est quand même une société très hiérarchisée et avec une emphase très forte mise sur la réussite scolaire des uns des autres et sur la réussite notamment de la vie sociale scolaire, qui fait partie presque intégrante d'une scolarité normale au Japon. Tout l'enjeu, toute l'importance donnée aux clubs parascolaires et ainsi de suite. C'est un sujet dont on a déjà pas mal parlé et qu'on retrouve vraiment de manga en manga très très présent. C'est un truc dont on a déjà parlé de nombreuses fois sur la chaîne. Ce récit limite va donc explorer un peu les limites justement des personnages, à quel point ils sont capables de survivre, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour survivre, les compromis qu'ils sont prêts à faire aussi, parce que comme je dis, il y a une inversion des rôles, il y a des personnages qui pètent les plombs complètement, qui deviennent violents, qui deviennent menaçants. Donc quelle est la limite à tout ça? Qu'est-ce qu'on accepte de faire pour survivre? Parce que encore une fois, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau, et on sait, nous lecteurs, et eux le comprennent un peu aussi au fur et à mesure en voyant qu'aucun secours n'arrive, que l'accident n'est pas signalé tout de suite pour des raisons d'organisation. Là, c'est un peu la scène que vous voyez là. C'est la disparition du bus, le fait qu'il n'arrive pas à destination. Ça prend quelques temps avant que les gens s'en rendent compte. Donc les secours n'arrivent pas tout de suite. Donc voilà, ils vont devoir survivre. Elles vont devoir survivre en pleine nature pendant un moment. Ça rappelle plein d'autres récits, comme je disais, notamment un récit dont j'ai déjà parlé, alors je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je sais que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, qui est un peu le maître étalon, qui est un peu le dieu le père de ce genre de récit, qui est donc le récit de survivance, de survivalisme, de survie, je ne sais pas pourquoi je vais chercher des mots plus compliqués que survie, de survie d'un groupe de jeunes en pleine nature suite à un accident, qui est le roman Sa Majesté des Mouches, Lord of the Flies, de William Golding, qui est un roman anglais des années 50. Je crois que je me trompe tout le temps quand je dis l'année de ce roman. C'est vraiment... Il faudrait que j'apprenne à me renseigner avant. Oui, si, années 50, 54, magnifique. Donc, avec un groupe d'adolescents, voire même d'enfants, d'écoliers britanniques, qui, suite à un accident d'avion, eux, se retrouvent isolés sur une île perdue et ils vont très vite péter les plombs et créer des espèces de tribus qui vont s'affronter pour la domination de l'île. Alors qu'au début, ça part un peu sur une volonté d'entraide, de survie. Ils essayent de trouver des solutions pour survivre en groupe, mais très vite, il va y avoir des jeux d'ego, des jeux de domination, de hiérarchie. Encore une fois, c'est souvent ça qui joue. Hein. Qui dirige, qui prend les décisions et qui a les ressources aussi, notamment le feu dans Sa Majesté des Mouches. Donc voilà, c'est un roman moi que je trouve extrêmement brillant et qui est très important dans l'histoire de la littérature du XXe siècle. C'est un peu alors c'est pas lui qui a inventé l'idée du récit de survie, mais c'est quand même sur le thème du récit de survie de jeunes, d'enfants ou de collégiens, de lycéens, d'adolescents. C'est un peu le maître étalon, comme je disais. C'est un roman dont je conseille quand même vraiment la lecture. Ça fait partie des classiques. Hein. C'est un truc, c'est pas mal de le connaître. Et c'est pas chiant du tout. Hein. Pour un classique, ça renvoie à quelques discussions qu'on a pu avoir sur les classiques récemment. Mais c'est vraiment un roman super prenant. Plein d'action et de métaphysique aussi. Il y a tout un truc. Le titre, Sa Majesté des Mouches, renvoie à quelque chose de presque de l'ordre du religieux. Vous verrez dans le roman si vous le lisez. Ça me fait penser aussi à une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, dont on a peut-être parlé sur la chaîne, je ne suis pas sûr. C'est un auteur que j'ai lu presque en intégralité, qui est William Faulkner, auteur américain, qui dans ce roman-là, Go Down Moses, en français Descends Moïse, avait fait une citation dans une de ses nouvelles. Donc c'est un recueil de nouvelles, Go Down Moses. C'est pas forcément le meilleur livre pour commencer William Faulkner, si vous vous intéressez à cet auteur. Là, je l'ai en anglais, mais c'est un auteur assez incroyable, hein, William Faulkner, dont j'ai un tatouage d'ailleurs. Enfin, j'ai un tatouage lié à William Faulkner. Vous entendez peut-être ma machine à laver en fond. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Et dans Go Down Moses, il y a une citation que j'ai notée que je vais vous lire, qui est dans une des nouvelles. La seule raison qui détermine la conduite d'un homme, c'est le fait qu'il se trouve par hasard des gens qui le surveillent. Et en fait,
c'est un peu l'enjeu de ces récits de survie. Alors, God and Moses n'en est pas un, mais de ces récits de survie en terrain hostile, et notamment de survie d'enfants, de jeunes. C'est la question philosophique très importante de l'inné et de l'acquis. Question qui agite les philosophes depuis que la philosophie existe, à savoir est-ce que l'homme est naturellement... Alors c'est l'inné et l'acquis, ça va même au-delà de ça, hein. C'est presque la nature de l'homme. Est-ce que l'homme est naturellement bon et se fait pervertir par la société, ou est-ce que l'homme est naturellement mauvais et se fait contrôler dans le sens presque contrôle social, dans un sens positif, on va dire, par la société. C'est une question à laquelle il est très difficile d'apporter une réponse catégorique, mais les philosophes ont beaucoup réfléchi là-dessus, et les enfants, les personnages jeunes sont intéressants pour ça, parce que donc dans Limite, comme dans Sa Majesté des Mouches, comme dans un autre manga dont on va parler très bientôt, enfin très bientôt, dans cette même vidéo, dans quelques minutes, les enfants, les adolescents sont très pratiques pour explorer cette question. Je vais continuer à feuilleter Limite en même temps, parce que, eh bien, comme ils sont plus jeunes, on peut se dire qu'ils ont moins subi ou bénéficié au choix du contrôle de la société, qu'ils sont un peu plus naturels, un peu plus instinctifs dans leur caractère, dans leurs réactions, et donc peut-être de meilleurs objets d'étude pour savoir comment ils réagissent instinctivement, mis en situation non sociale. C'est-à-dire que là, l'idée que les personnages de Limite soient en milieu hostile, en pleine nature, sans personne pour leur dire quoi faire, pour les aider, pour quoi que ce soit, sans aucun adulte autour d'eux, ben ils vont réagir à l'instinct. Et est-ce que leur instinct va être positif, négatif, violent? Est-ce qu'il va être tourné vers l'entraide, au contraire vers l'égoïsme? C'est toutes les grandes questions qui agitent ce genre de récit, et qui sont clairement au centre du récit de Limite. C'est également au centre, j'en parlais, d'un autre manga qui est bien meilleur que Limite, et je vais dire pourquoi j'ai des réserves sur Limite, dont on a peut-être déjà parlé aussi. On n'a jamais fait de vidéo, mais je crois que je l'ai cité dans mes mangas favoris. C'est Dragon Head de Minetaro Mochizuki. On a déjà parlé de Minetaro Mochizuki. On avait parlé de quoi? On avait parlé de Meiwai notamment, et peut-être d'autres mangas, je ne sais plus. De la Dame de la Chambre Close aussi. Dragon Head, c'est sa série la plus connue, je pense. Quoique maintenant Shizakobe a été très mise en avant. Dragon Head est beaucoup plus vieux. Dragon Head, c'est une série qui date des années 90, hein, très précisément de 95, comme vous le voyez ici, et en France assez rapidement après, 2001. C'est une série qui part presque du même point de départ que Limite, à savoir, ou de Sa Majesté des Mouches, à savoir des lycéens qui rentrent en train d'un voyage scolaire, ils passent dans un tunnel, le tunnel s'effondre, et quelques lycéens, à savoir seulement 3, survivent à l'effondrement du tunnel. Tous les autres sont morts, et les trois survivants vont essayer justement de survivre, notamment de s'échapper du tunnel. C'est un manga en 10 tomes qui est beaucoup plus riche que Limite dans ce qu'il raconte, notamment du fait, je spoil un peu, mais bon, je spoil à partir du 3e tome, je crois, qu'il y a un sous-texte post-apo, c'est-à-dire que le tunnel ne s'est pas effondré pour rien. Il y a eu un événement à l'extérieur du tunnel dans lequel ils sont passés, un événement global, quoi. La société vient de s'effondrer. Je vous en dis pas plus. C'est un manga brillant qui joue énormément sur l'enfermement, sur le noir. Minetaro Mochizuki, comme ça se passe dans un tunnel effondré, joue beaucoup sur l'obscurité, sur le rapport à la lumière, et sur des adolescents livrés à eux-mêmes qui vont devenir progressivement à moitié fous, notamment un que vous voyez là, et qui vont avoir l'impression d'entendre des voix, tout ça. C'est un très très grand manga que je vous conseille, qui est oppressant, qui est sombre, qui est violent, mais qui en même temps pose la question de savoir est-ce que le naturel, lorsque le naturel revient à la charge, revient au premier plan, lorsqu'on est livré à soi-même hors de la société, est-ce qu'on fait le choix de se tourner vers l'entraide, vers le bien, entre guillemets, ou plutôt vers le mal, vers l'égoïsme? C'est des grandes questions morales auxquelles Dragonhead essaye de livrer une réponse que moi je trouve très complète et très belle. C'est un manga que j'adore, Dragonhead, voilà. Je vous le conseille au passage. Il est toujours trouvable en plein d'éditions, il a été réédité de nombreuses fois. Moi là j'ai la première édition, je crois, ou peut-être la deuxième, en 10 tomes, mais maintenant il existe en grand format, en 4 ou 5 tomes, je sais plus. Voilà, il est trouvable très facilement. C'est chez Pika, je crois que c'est toujours chez Pika, comme d'ailleurs Limite. Il y a évidemment d'autres récits, hein, comme ça, de survie
d'adolescents. Je crois qu'il y a une série télé que je n'ai pas vue, dont on m'a dit du bien et du mal, ça a l'air mitigé, qui s'appelle Yellow Jackets. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. J'étais un peu intéressé, pareil, sur une équipe, je crois, de filles de sport, je sais pas, d'un lycée américain, qui pareil se crache en avion, d'après ce que j'ai compris, et se retrouve isolé dans la montagne. Voilà, il y a plein d'autres séries. On peut même penser à Lost, la série télé. Bon, Lost est plus que ça. Enfin, ça brasse des thèmes bien plus vastes que la simple survie. Et c'est une série qui se perd beaucoup également. Mais bon, ça appartient d'une certaine façon à ce genre de la survie en milieu hostile. Pourquoi j'ai dit que j'avais des limites, enfin des réserves sur limites, justement, je vais continuer à feuilleter un peu. Parce que c'est un manga donc qui traite de tous ces sujets, qui en traite plutôt bien, enfin en tout cas qui le fait plutôt de manière intéressante, mais je trouve qu'il a un défaut qu'on peut retrouver dans pas mal de mangas, qui est assez propre au manga, qui est d'une certaine façon, qui est symbolisé par cette page, par exemple, où en fait les émotions des personnages et leur comportement, leur caractère, leur trait de caractère, leur personnalité, leurs réactions sont très grandiloquents. Ça a les larmes aux yeux toutes les deux cases. Ça hurle en permanence. Il y a un truc très théâtral en fait dans les réactions des personnages, très surjoué d'une certaine façon. Alors c'est pas des acteurs, mais vous comprenez l'idée. Ça en fait des tonnes, et en fait c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de mangas en réalité. Il y a même dans des mangas que j'adore, on peut parler de Naoki Urasawa par exemple, dont on a déjà parlé, enfin qui est un de mes mangaka favoris, 20th Century Boys, n'importe. Les personnages dans les bandes dessinées et notamment dans les mangas ont tendance à un peu surjouer. Je pense que c'est volontaire, c'est dû au fait qu'on est dans un média, la bande dessinée, le manga, qui passe par l'image plus que par le texte, pardon. On n'a pas trop accès aux intériorités des personnages, et il y a un rythme à conserver, où on va avoir des chapitres. Encore une fois, c'est lié au rythme de prépublication japonais dans les magazines, où on a 20 pages par semaine ou par mois ou toutes les 2 semaines, enfin ça dépend des magazines, et donc il va falloir passer les émotions d'une autre manière, qu'on n'a pas l'intériorité que permet la littérature, qui nous permet d'être dans la tête des personnages, donc d'avoir accès à une certaine subtilité des émotions, des réactions. On n'a pas non plus le jeu d'acteur, le réalisme d'un film, qui permet aussi de faire passer des choses par des regards, par des choses un peu plus subtiles, par le mouvement tout simplement également. Là, en BD, on est sur un entre-deux où ça tient autant de la littérature par le côté figé, par le côté écrit, par le côté qu'on peut se repasser les scènes, que du cinéma par le côté séquentiel. C'est-à-dire qu'on passe de case en case, et il y a des ellipses, et on n'a pas, encore une fois, accès aux intériorités. Alors dans le cinéma, peut y avoir des voix off, en BD peut y avoir des cases intérieures, des cases non de dialogue, vous savez, les cases carrées, quoi. Vous voyez de quoi je parle, des cases de narration. Mais c'est quand même pas la même chose. Donc je pense que c'est pour ça que la BD, et notamment le manga qui est vraiment spécialiste de ça, mais on peut le retrouver dans de la BD non japonaise également, a une habitude du surjeu des personnages. Après, c'est une question de dosage. Il y a des mangas qui le font pas du tout. On parlait, dans ma précédente vidéo sur Kujo, on parlait de Kujo, d'Ushijima. On peut penser à des mangas très réalistes, les mangas d'Inyo Asano, des choses comme ça, où là, il y a pas de surjeu. Il n'y a pas vraiment ce problème-là, parce que les auteurs sont dans une volonté d'être très, très réalistes, d'être vraiment inscrits dans le réel. Dans Limite, on n'est pas tout à fait dans le réalisme. Alors, l'histoire est réaliste, il n'y a rien de paranormal ou quoi, mais les personnages, leur manière de parler, leur manière d'échanger est plutôt dans l'hyperbole. C'est-à-dire, ça touche au réalisme, ils ne font rien qui n'est pas possible, mais ils surjouent, comme je disais, ils surjouent, ils suractent aussi. Ils ont tout est les émotions, les façons de faire sont démultipliées. Encore une fois, vous voyez, beaucoup de cases où ça pleure, par exemple, avec des gros plans sur les yeux, des trucs comme ça. C'est du surjeu narratif. C'est pas que les personnages, c'est également la narration et la façon de dessiner, de cadrer de Keiko Suenobu, l'autrice, qui est un peu, à mon avis, en surdosage là-dessus. Je trouve qu'il y a un côté
ouais, c'est bon, on a compris, ils sont paniqués, ils ont peur, ils s'énervent, ils sont, il y a un truc un peu, on nous prend trop par la main, je trouve, sur les émotions, sur ce que ressentent les personnages et donc, par miroir, ce que nous on doit ressentir. Je me suis senti un peu pris pour un con par moment, pas dans le scénario, encore une fois, pas dans les rebondissements, parce qu'évidemment, il va y avoir des rebondissements sur qui dirige quoi, va y avoir des morts, évidemment, hein, je vous dis pas qui, mais voilà, tout le monde va pas s'en sortir. Euh, c'est évidemment une situation très dangereuse dans laquelle ils sont, mais ouais, j'ai eu l'impression d'être pris pas pour un con dans le sens arnaqué, mais plutôt pris un peu pour un idiot qui a besoin qu'on lui dise là le personnage il est triste, hein. Là c'est un moment émouvant. Là il reprend espoir. T'as vu comme il reprend espoir? Je la dessine avec le poing fermé devant elle. Y a un peu ce truc là. Ça souligne les effets, quoi. Ça souligne beaucoup les effets. Et comme je dis, en fait, plein de mangas, et même de très bons mangas, utilisent également ce surjeu, ce suracte. Je pense que c'est intrinsèque au format BD, qui nécessite de souligner un peu les effets. Comme le théâtre, d'ailleurs. C'est marrant, il y a un peu ce truc-là aussi au théâtre, où ça surjoue. Comme il n'y a pas de décor, comme il n'y a pas de mise en scène, comme il y a le regard, en fait, on est soumis à où va se poser le regard du spectateur. On peut pas vraiment le guider. On est obligé de souligner un peu les effets au théâtre aussi pour l'attirer vers là où on a envie de l'attirer, quoi, vers le propos en cours de la scène. Donc c'est pareil, c'est un truc de dosage. Ça veut pas dire que c'est mal d'utiliser ces effets-là, mais il faut faire attention à pas en mettre trop. Et là, je trouve que dans Limite, Keiko Soenobu par moment elle surdose vraiment ce truc-là. Il y a eu des moments où j'en avais un peu marre de les voir chialer, de les voir se courir après. Enfin, il y a un truc un peu de trop, un peu too much. Mais ça reste un manga plutôt cool, bien rythmé. Les 6 tomes s'enchaînent, c'est très très vite lu. Et alors je crois que Life c'est la même chose, m'avait dit ma pote Juliette dont je vous parlais, que c'est Keiko Soenobu fait des mangas qui se lisent très très vite. Ils sont pas spécialement courts, hein, mais comme vous voyez en fait les pages sont assez peu chargées. On est souvent sur du 2 cases. 2 cases horizontales, 2 rangées de cases plutôt que 3. Bon, ça dépend là, c'est aussi du 3 là ce que je tourne. Mais c'est en tout cas c'est assez peu chargé. Il y a très peu très peu de texte. En tout cas, c'est pas du tout verbeux. Donc c'est des mangas très vite lus. Vous pouvez faire les 6 tomes en 2 heures, quoi, je pense. Et franchement c'est plutôt cool. Après, je peux pas vous dire de sauter dessus non plus. J'ai quand même des réserves, comme je disais. Et le truc, c'est que ça pâtit du fait que ça s'inscrit dans un genre, la survie du groupe de jeunes, qui a déjà été beaucoup fait et qui a été fait en mieux, on va pas se le cacher, notamment, même si on reste que sur le manga, notamment par Dragonhead, hein, qui est une œuvre beaucoup plus riche, beaucoup plus touchante, beaucoup plus justement dans le réalisme aussi. Enfin, dans le réalisme. Là, pour le coup, il se passe des choses pas réalistes, mais vous verrez, je vous laisse découvrir Dragonhead, mais qui est, en tout cas, dans les réactions des personnages, dans la manière de transmettre les émotions, Minetaro Mochizuki est dans un registre, dans une grammaire visuelle et narrative qui est beaucoup plus inscrit dans le réel. Voilà. J'espère que je vous ai intéressé. Je sais pas si je vous ai donné envie de lire Limite, mais c'est un manga intéressant. J'ai pas détesté. Je regrette pas de l'avoir lu en entier. C'est une série courte en plus, donc bon, c'était pas non plus un investissement de temps, d'argent incroyable. Et ça m'a donné envie quand même d'essayer de lire Life, qui, d'après ma pote Juliette, qui est vraiment en featuring dans cette vidéo, est beaucoup mieux que Limite. Elle aussi a des réserves sur Limite. Je sais pas si c'est les mêmes. On n'a pas tant parlé que ça finalement de Limite, mais elle préfère largement Life. Je pense que je lui emprunterai à l'occasion, parce que c'est un manga qui est devenu introuvable, je crois. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Je vais refilmer ma théière à laquelle je n'ai pas touché depuis le début de la vidéo. J'ai la gorge sèche à force de parler, de vous raconter les belles choses. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. De bonnes fêtes. Je vais essayer de poster une vidéo la semaine prochaine, donc je vous dirai plutôt bonne fête la semaine prochaine. Mais au cas où j'ai un manquement, comme ça m'arrive de temps en temps, je vous souhaite de bonnes fêtes quand même tout de suite, et je vous dis à très bientôt. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Ciao.